Ok. En ce moment, c'est la grève des cheminots. Et on entend dire pas mal de trucs faux. Donc je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Et on ne va pas le faire en chanson. Ça a commencé ? Excuse-moi, j'étais dans les transports à cause de cette grève de privilégiés qui prennent en otage le pays. Ah, double-moi. Bienvenue, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Et parlons du statut des cheminots. Alors déjà, qui sont les cheminots ? Eh bien, ce sont les salariés de la SNCF, c'est-à-dire les conducteurs, les aiguilleurs, mais aussi les cadres et les ingénieurs. Et en ce moment, ils ne font pas grève pour défendre leur statut, mais celui des gens qui arriveront après eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce statut ? Déjà, la prime charbon, qui date du temps où les locomotives roulaient au charbon, a disparu avec ces mêmes locomotives dans les années 70. De même, la prime d'absence de prime que toucheraient les sédentaires qui n'auraient pas de prime de déplacement n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est l'emploi à vie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être licenciés pour raisons économiques. Par contre, ils peuvent toujours l'être pour faute grave, c'est le cas de tous les fonctionnaires. C'est pas vraiment un privilège. Ils bénéficient aussi d'un régime spécial de sécurité sociale, plus avantageux que le régime général. Comme c'est le cas dans certaines entreprises, ils peuvent bénéficier d'une mutuelle qui couvre la part non remboursée par la Sécu. Certaines prestations peuvent donc être remboursées à hauteur de 100%, mais c'est aussi le cas de nombreux salariés de grands groupes privés, du secteur public ou d'indépendants. S'ils ont été embauchés à la SNCF avant 31 ans, ils peuvent partir à la retraite plus tôt, à partir de 52 ans pour les conducteurs, mais ils cotisent davantage et touchent une retraite moins élevée. Et depuis 2008, la durée de cotisation est progressivement relevée pour s'aligner sur celle du régime général. Les cheminots qui ont été embauchés après 31 ans sont, eux, soumis au régime général. Enfin, les agents de la SNCF ont 28 jours de congé par an, soit un de plus que prévu par le Code du travail, et ils disposent de jours de RTT supplémentaires pour leur permettre de récupérer après une nuit de travail, ou pour compenser le fait que certains personnels roulants ne disposent que de 12 week-ends de libre garantis par an, c'est-à-dire que certains ne voient leur famille qu'un week-end sur 3. La gratuité et la réduction sur le prix des billets ne font pas partie du statut, mais sont des avantages en nature comme il en existe dans de nombreuses entreprises. Ce statut particulier n'est pas un privilège, il s'acquiert après une longue période d'essai, jusqu'à 2 ans pour les cadres, et sous réserve d'un casier judiciaire vierge, et il permet de compenser un rythme de travail particulièrement difficile. Parce que les trains circulent 365 jours par an, 24 heures sur 24, les conducteurs et les aiguilleurs font les 3-8 et les contrôleurs les 2-8. Ça veut dire qu'ils travaillent le week-end et la nuit. Donc le statut prend en compte la pénibilité du travail, ce que ne fait plus le Code du travail depuis les ordonnances du 22 septembre. Et la suppression de ce statut favorisera les accidents du travail et la mortalité précoce. Car même en bénéficiant de ce statut, l'espérance de vie des salariés de la SNCF était en 2010 inférieure de 4 ans à la moyenne nationale. Et le statut a été accepté par le patronat pour retenir une main-d'œuvre qualitative rebutée par les conditions de travail. Ce statut est aussi très exigeant. La santé des salariés est très surveillée et la longue période d'essai permet de garantir la sécurité des usagers. Mais plus largement, la suppression du statut des cheminots, c'est un pas en avant vers la privatisation de la SNCF. Et c'est pour permettre cette privatisation que dans le projet de loi, le premier article demande le changement de statut de la SNCF de EPIC à SA. Un EPIC, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire ayant pour but la gestion d'un service public et dont les bénéfices servent à s'autofinancer et pas à rémunérer des actionnaires. C'est le cas aujourd'hui pour l'Office national des forêts, l'Opéra de Paris ou encore la SNCF. C'était aussi le cas de France Télécom, La Poste ou EDF avant qu'ils ne deviennent des SA, des sociétés anonymes. Une société anonyme, c'est une entreprise classique, c'est-à-dire ayant pour but de dégager du profit et, s'il y en a, de rémunérer des actionnaires. Passer d'un EPIC à une SA, c'est le même parcours qu'a suivi France Télécom ou GDF. En 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin modifie les statuts de Gaz de France pour le faire passer d'un EPIC à une SA dont le gouvernement détient 70% des capitaux. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, l'assure « EDF-GDF ne sera pas privatisé ». 2 ans plus tard, la majorité approuve la fusion de GDF avec Suez, réduisant de ce fait la participation de l'État à 35%. GDF est privatisé. La SNCF risque de suivre le même chemin. Or, une privatisation de la SNCF, ça veut dire que ça devient une entreprise comme une autre, qui cherche avant tout à gagner de l'argent et donc à réduire tout ce qui représente des coûts. Ça peut aller d'une baisse des salaires à une augmentation de la cadence de travail et des pressions managériales, ce qui peut augmenter le risque d'accident. Rappelons-le, ce sont des gens qui s'assurent du bon fonctionnement de trains qui transportent des centaines de passagers, pas des lanceurs de fléchettes en mousse. Mais aussi mégoter sur l'entretien du réseau ferré, et ça aussi, ça peut provoquer des accidents et des pannes. En Angleterre, le transport ferroviaire est privatisé depuis
1994, et on constate une augmentation du prix du billet depuis 2010 de 27%, ce qui amène 2 Britanniques sur 3 à vouloir une renationalisation complète. Ensuite, le deuxième volet du projet de loi SNCF, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire que des entreprises privées, comme Orange ou Flixbus, pourront se lancer dans le transport ferroviaire. Le risque, c'est qu'elles ne desservent que les grandes gares qui sont sur les lignes les plus rentables, et qu'elles puissent donc proposer des billets moins chers que ceux de la SNCF. Parce que dans le prix de ton Paris-Bordeaux de la SNCF, il y a un petit peu du prix du billet de Loïc, qui fait Quimper-Rosport tous les jours, pour aller travailler à sacré prix. Parce que les grandes lignes permettent de financer les plus petites lignes moins utilisées. Mais si plus personne n'achète les billets SNCF pour les grandes lignes, alors les petites lignes vont fermer. Donc Loïc devra prendre sa voiture pour aller travailler. Et ça veut dire des émissions de gaz à effet de serre. Or, on essaye un petit peu d'éviter d'émettre ce genre de choses en ce moment. Ensuite, les entreprises privées pourront commencer à augmenter tranquillement le prix de leurs billets, comme ça s'est fait pour les cars Macron, où certains billets ont vu leur prix multiplié par 8. Bah oui, une entreprise privée, ça cherche avant tout à gagner de l'argent. Ouais, enfin, les billets de train sont super chers, avec les pannes et les retards, merci. La SNCF, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand t'arrives. C'est vrai. Et pour comprendre pourquoi c'est comme ça, il faut faire un petit historique de la relation gouvernement-train. Bon, on va faire un service public de transport ferroviaire, pour transporter les Français dans toute la France, sans qu'ils doivent payer trop cher. C'est quoi ce réseau? Faudrait faire des travaux, non? Ça va encore nous coûter une blinde, ça. De toute façon, la voiture, c'est le futur. Vous me laissez pourrir ces rails. Si le réseau est pourri, c'est de la faute aux cheminots qui nous coûtent trop cher. On va supprimer leurs avantages et ouvrir le réseau ferroviaire à la concurrence. Ça va tout arranger. On récolte aujourd'hui les fruits de 30 ans de politique qui ont laissé le réseau se détériorer en sous-investissant constamment et en privilégiant le transport routier. Car depuis 1990, 66% des subventions au transport sont allées à la route et seulement 17% au rail. Et parmi ces 17%, une grande partie est allée au développement de lignes à grande vitesse, au détriment des lignes qu'utilisent les usagers tous les jours, comme les TER. Finalement, cette réforme, c'est deux visions du transport ferroviaire qui s'affrontent. D'un côté, un service public qui n'a pas à être rentable, mais qui doit assurer un service de qualité pour ses usagers, mettre en œuvre une politique de développement du territoire et permettre la transition écologique, et de l'autre, des entreprises privées qui cherchent à gagner le plus d'argent, pas forcément en offrant un service de bonne qualité à leurs clients. Ah oui, dernière chose, je suis d'accord, il faudrait que les cheminots ne bloquent pas le pays, mais c'est leur seule façon de se faire entendre, car ils ne peuvent pas faire circuler les trains gratuitement. En 1989, des cheminots ont tenté une grève de la gratuité, et ils ont été sanctionnés, car c'est considéré comme une faute lourde. T'as pas écrit de fin à ta vidéo? Non. Abonnez-vous!